dans le clan. Voilà, donc ce soir, nous allons parler alimentation. Hein, depuis le début, on a beaucoup parlé état d'esprit, on a parlé des pensées, on a parlé voilà, de l'organisation des repas, de différents points. Valentine. Et aujourd'hui, je voudrais qu'on rentre, alors sans dire rentrer dans le vif du sujet, parce que ben, chacune, on a eu un rendez-vous, on se voit chacune une fois par mois et on organise vos repas. Donc, on va dire, vous avez toutes, entre les mains en tout cas, un menu équilibré, adapté à vos besoins personnels et avec cet objectif de perte de poids, de santé, de mieux-être. Donc, l'alimentation, elle nous accompagne depuis le début de ce programme. Mais je pense que c'est important, néanmoins, de revenir de façon plus précise sur les aliments qui sont indispensables à la ménopause. Alors, pourquoi indispensables à la ménopause? Ben, c'est parce que les besoins de notre corps variant, euh, on va avoir des nécessités qui vont être différentes. Excusez-moi un tout petit instant. Voilà. On va avoir des besoins différents et particulièrement chez la femme et chez la femme à la ménopause. Je pense que vous vous êtes déjà toutes rendu compte qu'en fonction de votre alimentation, votre énergie était différente. Le fait, et on le voit à tous les âges de la vie, hein. Si vous avez eu l'occasion d'avoir des enfants autour de vous, vous avez dû remarquer qu'un enfant, quand on lui donne beaucoup de bonbons, beaucoup de sucre à manger, il va être constipé déjà, hein, le fait de manger beaucoup de sucre. Donc ça, déjà physiologiquement, le sucre va abîmer sa flore intestinale, va créer de la constipation, et puis il va être beaucoup plus excité. Et même aujourd'hui, les études montrent qu'une partie des troubles de l'attention, avec ou sans hyperactivité, mais les troubles de l'attention sont augmentés par l'apport en sucre, par exemple. Vous avez aussi sûrement identifié que quand vous aviez une alimentation avec moins de légumes, que vous mangiez un peu sur le pouce, que vous mangiez des aliments transformés, que vous aviez une alimentation qui n'était pas équilibrée, vous vous sentiez moins bien, vous étiez moins en forme, une digestion qui se fait moins bien. Et puis, on le sait également aujourd'hui, alors depuis de nombreuses années, mais je dirais aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qui est vraiment avéré, que tout ce qui est alimentation transformée, graisse saturée, graisse hydrogénée, va favoriser également tout ce qui est maladie métabolique. Donc, les maladies métaboliques, c'est l'hypertension, l'hypercholestérolémie. Aujourd'hui, on met aussi tout ce qui est les problèmes de stéatose hépatique, euh, le diabète sont des maladies métaboliques. Ça veut dire sont des maladies en fait qui arrivent parce que petit à petit, l'organisme ne fonctionne plus aussi bien, il est saturé et donc il y a, selon notre génétique, eh ben, il va y avoir des organes qui s'abîment plus vite que d'autres. Donc, ça, c'est quelque chose qui est déjà reconnu et que tout le monde sait et que vous avez déjà vu parmi vos proches, peut-être certaines d'entre vous. Donc, ça, c'est une réalité. La femme, globalement, tant qu'elle est en activité génitale, tant qu'elle a des hormones, elle est relativement protégée contre surtout les maladies cardiovasculaires. Parce que les oestrogènes, la progestérone vont protéger notre système cardiovasculaire. Quand la ménopause arrive, ces hormones diminuent et à partir de ce moment-là, on se retrouve avec les mêmes non-protections, on va dire, que les hommes. C'est-à-dire, on va remarquer que ben, chez les femmes, à partir de la ménopause, la graisse va s'installer beaucoup plus facilement sur le ventre, alors que habituellement, c'est pas la zone graisseuse. On peut avoir de la graisse sur le ventre, mais
entre les organes de façon plus profonde, c'est vraiment pas quelque chose qui arrive chez les femmes en période d'activité génitale. Et puis, si l'alimentation n'est pas bien équilibrée, il va y avoir une fonte musculaire. Donc, on va se retrouver avec les fesses, les cuisses qui vont perdre du volume et puis le ventre qui va grossir. Donc, c'est pas une obligation, c'est pas une fatalité, mais malgré tout, si on veut garder un corps qui garde sa féminité, eh ben, on va devoir, à partir de la ménopause, hein, quand elle commence à s'installer, et ensuite, on va devoir être plus vigilante et avoir une alimentation mieux choisie. Est-ce que ça vous parle, ce que je vous dis? La stevia, c'est une plante. Donc, c'est une plante qui peut effectivement, hein, je réponds, voilà, si vous mettez des petits messages au fur et à mesure, n'hésitez pas, comme ça je répondrai. Donc, le défaut que je trouve à la stevia, c'est qu'elle a une saveur de réglisse et que je trouve que cette saveur de réglisse a rien à voir avec la saveur sucrée. Mais sinon, c'est une plante qui est très intéressante. C'est un sucre naturel, hein, le sucre de la stevia. Voilà. Et effectivement, ça n'apporte aucune calorie. Euh, voilà. Par rapport à tous les autres sucres, hein, sachez que si vous prenez, comment ça s'appelle, du sirop d'agave, par exemple, le sirop d'agave à volume égal a autant de calories que le sucre de betterave ou que le sucre de canne ou que le miel. La différence, c'est que ça a un pouvoir sucrant plus important, donc théoriquement, on en met moins. Encore faut-il en mettre moins. Donc, pour pallier à ces transformations liées à la baisse d'hormones, on va également, cette baisse d'hormones, on va se rendre compte que si l'alimentation n'est pas bien équilibrée, liée toujours à cette baisse d'hormones, on va avoir également une baisse d'énergie, l'humeur qui est moins bonne, une baisse de sommeil, donc de la fatigue dans la journée, des fringales et une inflammation. Donc l'alimentation doit devenir stratégique. Alors, comme je viens de vous le dire, pourquoi ça marchait avant et pourquoi ça marche plus maintenant? À cause principalement de cette diminution des œstrogènes notamment. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Baisse d'œstrogène, on va avoir une augmentation du cortisol qui va nous mettre dans un état un peu d'excitation désagréable et entraîner des fringales, et puis qui va entraîner à la suite une perturbation de l'insuline, donc de la glycémie, l'insuline étant l'hormone qui régule la glycémie. Et donc, la glycémie étant perturbée, on va avoir des pics, des chutes, et donc des envies de manger sucré encore plus importantes et un stockage de ce sucre en graisse, principalement au niveau du ventre. Euh, donc, comme je vous le disais, on va stocker beaucoup plus facilement. Il faut savoir que le fait d'avoir une alimentation qui est moins bien équilibrée, on va avoir le sommeil qui est perturbé et de la fatigue dans la journée. Donc, on va avoir des envies de sucre parce qu'on va être moins en forme, le ventre s'installe. Et puis également, l'alimentation, le choix des aliments va contribuer ou diminuer aux bouffées de chaleur et aux sueurs nocturnes. Donc, comme toujours, je vous l'ai déjà dit, les erreurs alimentaires qu'on fait ou la non-perte de poids ou cette installation de graisse qui se fait malgré nous, c'est pas lié à un manque de volonté, c'est juste notre organisme qui cherche à s'adapter à ce nouvel équilibre hormonal, qui n'est plus celui qu'il était, mais qui est toujours important. Donc, au niveau alimentaire, il y a des points qui sont très importants. On ne va pas avoir le temps de tous les voir ce soir, parce que sinon, je vais vous faire un catalogue qui va être euh, absolument insupportable. Donc, comme la dernière fois, je crois que c'est Monique surtout qui avait demandé des conseils au niveau des protéines végétales, ce soir, je voudrais qu'on parle en premier de l'inflammation, parce que je pense vraiment que c'est euh, le. Alors, c'est à la fois la cause de tout et la conséquence de tout. C'est-à-dire, les erreurs alimentaires qu'on va faire vont provoquer cette inflammation
Et en même temps, cette diminution d'hormones va causer de l'inflammation qui va entraîner ces erreurs alimentaires et entraîner plus de fatigue, entraîner plus de douleur, etc. Et cette inflammation, elle n'est pas visible. C'est-à-dire, vous n'allez pas vous mettre à avoir, je sais pas, comme quand vous vous faites une entorse, vous allez avoir un genou qui va gonfler, qui va devenir tout rouge. Vous avez une trachéite, ben, vous allez avoir la gorge toute rouge, vous allez tousser. Vous allez avoir une laryngite, enfin, etc. Ça va pas être une douleur, une inflammation ou comme des grosses brûlures d'estomac, par exemple, où là, on sait qu'il y a une inflammation. C'est une inflammation qu'on appelle une inflammation de bas grade. Bas, BAS, grade, signifiant la graduation, en fait, c'est une basse inflammation. Dites-moi dans le chat, est-ce que c'est quelque chose dont vous avez déjà entendu parler? Vous pouvez, vous n'êtes pas nombreux. Si vous voulez ouvrir votre micro et partager. Oui, non, non, jamais. Ouais, d'accord. Voilà. Donc, je pense que c'est important d'en parler, justement parce qu'on en parle rarement et qu'elle va vraiment perturber le fonctionnement de notre organisme. Alors, excusez-moi, j'ai un petit souci. Qu'est-ce que c'est que ça? Euh, Je vais vous demander un tout petit instant. Voilà, ça va être mieux comme ça. Donc, cette inflammation, on va la voir principalement sur les prises de sang parce qu'on va avoir les CPK qui vont augmenter, la CRP qui va augmenter, mais on la verra pratiquement dans aucun autre. Il va pas y avoir enfin, comment dire, il n'y a pas de symptomatologie écrite parce que chez chaque personne, il va y avoir des réactions qui vont être très, très variables. Alors, Karine demande s'il est possible de prendre des compléments alimentaires pour pallier au manque d'hormones. Oui, effectivement, il y a des compléments alimentaires à base de plantes qui vont, alors, pas pallier au manque d'hormones, mais qui vont pallier aux symptômes des hormones, notamment aux symptômes des bouffées de chaleur. Il y a aussi des compléments qui vont pallier, alors ça va vous sembler paradoxal, non, je réponds quand même à ta question, mais ça fera l'objet du prochain Zoom, hein, parce que c'est un peu particulier. En fait, il faut savoir que notre foie, quand on libère les oestrogènes, c'est notre foie qui va gérer les déchets. C'est-à-dire, le corps, il utilise les oestrogènes, il y a des déchets qui se fabriquent, et ces déchets sont éliminés par le foie. Malheureusement, en même temps qu'on a moins d'oestrogènes, il reste plus facilement des déchets au niveau du foie. Et ces déchets au niveau du foie vont envoyer de mauvais signaux à notre cerveau, lui faisant croire qu'on a un excès d'oestrogène. Et donc, le corps va fabriquer encore moins d'oestrogène. Donc, il va y avoir effectivement des plantes qui vont, alors tout en vous disant ça, j'essaie de réfléchir, de retrouver le nom de la plante. Il y a une plante particulière qu'on peut prendre, je vous le renverrai, hein, qu'on peut prendre. Des plantes qui vont effectivement nettoyer le foie et permettre d'éliminer ces déchets. Donc voilà, ça va être des actions de ce type-là. Après, euh, alors le chardon-marie va nettoyer le foie, mais c'est pas cette plante-là, c'est une autre plante en particulier. Ça me reviendra. Mais effectivement, l'artichaut est une très bonne plante pour nettoyer le foie. Le chardon-marie en est une. Il y en a beaucoup d'autres qui vont. Il y a le radis noir, mais le radis noir a un effet un petit peu, on va dire, décapant. C'est pas quelque chose à recommander de façon très, très régulière. Euh,
La, ba- la bardane, c'est plus un dépuratif pour la peau. Elle va plus agir, oui, euh, pour, on va dire, pour de l'acné ou pour une peau très très grasse. Elle a plus une action, à ce niveau-là. Donc, en tout cas, tous ces phénomènes, vont entraîner, ou comment, vont entraîner cette inflammation. Et cette inflammation, euh, comment, on va la traiter à plusieurs niveaux. Le premier élément, je dirais, qui va ralentir l'inflammation de bas grade, ça va être les oméga 3. Les oméga 3 sont d'excellents anti-inflammatoires et il faut savoir que les oméga 3 les plus efficaces à la ménopause vont être les oméga 3 de poisson. Parce que tout ce qui est oméga 3 végétal, c'est une forme qu'on appelle ALA, qui n'est pas une forme complète et que le corps va devoir, euh, c'est plutôt diurétique le pissenlit, que le corps va devoir transformer pour mettre sous cette forme EPA-DHA qui est dans les poissons directement. Et en vieillissant, de la même façon que en avançant dans l'âge, on va moins bien digérer le lactose parce qu'on va avoir moins d'enzymes qui s'appellent la lactase qui aide à la digestion du lactose, du lait. Donc, en avançant dans l'âge, on digère moins bien les laitages. Et ben, de la même façon, au niveau des graisses, pour transformer ces lipides dans la forme des poissons, qui est la plus efficace pour notre cerveau, pour le vieillissement des cellules et pour calmer l'inflammation, on a besoin de lipases. Et en avançant dans l'âge, ces lipases vont diminuer également. Donc, effectivement, dans les graines de chia, il y a des oméga 3. Effectivement, dans les noix, il y a des oméga 3. Mais ce qui va être le plus efficace, ça va être quand même les oméga 3 de poisson. Alors, tous les états de poisson, et là, on en revient aux métaux lourds, au mercure. Et je dois avouer que plus j'avance dans ma carrière professionnelle et plus il devient épineux, compliqué de donner des conseils sur des groupes alimentaires. Alors oui, Monique, tu as raison. Aujourd'hui, on recommande les petits poissons parce que les plus gros sont en général des prédateurs qui vont manger les plus petits et donc accumuler les métaux lourds à chaque fois qu'ils mangent d'autres poissons puisque les métaux lourds, ils vont se mettre en réserve dans les graisses et que sur des petits poissons comme des sardines, des maquereaux, il n'y a pas la même pêche. C'est pas des poissons renommés, on va dire. Donc, c'est des poissons qui ont moins de métaux lourds. Et après, si vous avez une crainte des métaux lourds, eh ben, ça va être prendre des capsules d'oméga 3. Et là, vraiment des capsules d'oméga 3 EPA, DHA, donc riches en huile de poisson. Et on trouve maintenant, selon les laboratoires, des capsules de krill qui sont des petits crustacés, des toutes petites crevettes qui, elles, apparemment, seraient encore moins riches en métaux lourds. Et vous en avez qui sont garantis pêche équitable ou garantie euh, je ris en lisant le petit message de Nora. C'est vrai qu'aujourd'hui, le thon est un poisson qui est maigre. Donc, je dirais au début de ma carrière, je conseillais volontiers du thon toutes les semaines, voire plusieurs fois par semaine. Aujourd'hui, je suis un petit peu plus réservée sur le thon. Maintenant, de la même façon que la charcuterie contient des nitrates et que il faut pas en manger tous les jours, de la même façon que voilà. Je pense sincèrement qu'au niveau alimentaire, plus vous allez varier votre alimentation et plus vous allez protéger votre organisme. D'abord parce que en variant votre alimentation, vous allez apporter des, des des nutriments, des micronutriments différents, et puis qu'effectivement,
le fait d'avoir une alimentation monoalimentaire, eh ben, vous risquez d'avoir une accumulation de certains produits toxiques, voire de certaines vitamines. On parle beaucoup de cadmium, effectivement, actuellement. Donc, variez votre alimentation. Voilà. De toute façon, le cadmium, il est dans la terre, donc et à moins de d'avoir une terre qui est chez vous depuis très très longtemps et qui est cultivée de façon absolument euh, très protectrice et dans laquelle vous êtes sûr qu'il n'y a jamais eu un tracteur qui aurait déposé du gazole dessus ou je ne sais pas trop quoi, vous pouvez vous dire que la pollution, il y en a quand même beaucoup. Donc, si vous pouvez consommer des produits bio, en faisant bien attention à la provenance et qu'il y ait un logo qui soit européen, qu'il y ait des normes qui soient fiables. Faites pour le mieux. Je, c'est difficile de s'avancer, mais je pense sincèrement que si on a une alimentation variée, on a quand même peu de risques, euh, à moins d'être, je sais pas, de vivre à côté d'une centrale électrique ou de vivre à côté d'une usine de recyclement des déchets ou voilà, dans des zones particulièrement polluées. Mais sinon, sinon ça devrait aller. Voilà. Donc après, au niveau des aliments, donc les oméga 3 sont pour moi l'aliment le plus intéressant au niveau de l'inflammation. Ils ont en plus un effet de protection aussi sur le cerveau, un effet antidépresseur. Donc c'est vraiment un aliment qui est très très important. Après, pour protéger de l'inflammation, il est important aussi de nourrir notre microbiote. Notre microbiote, c'est la population qui vit dans nos intestins et qui permet de finir notre digestion. Il faut savoir que dans les aliments qu'on consomme, il y a des fibres qui sont un peu comme de la paille, qui n'est pas digérée par nos cellules. Et puis, il y a certains sucres qui ne sont pas digérés par nos cellules et qui vont être digérés par les bactéries de notre intestin. Donc, il est important d'apporter des légumes qui sont, eux, riches en fibres. Et les fibres, une grande partie de ces fibres, donc qui ne sont pas digérées, vont être digérées par nos intestins. On appelle ça des prébiotiques, c'est-à-dire elles vont nourrir notre flore intestinale, nourrir nos bactéries. Et puis, ouais, voilà. Et puis après, manger des aliments fermentés. Et effectivement, Nora, tu as tout à fait raison. Tout ce qui est fermenté va permettre d'apporter des bactéries et de nourrir là, le microbiote avec des probiotiques, tous les aliments fermentés. Et ce microbiote, plus il sera en bon état, plus il va permettre de fabriquer de la sérotonine, notamment, qui est l'hormone du bien-être. Donc, même si le fait d'avoir moins d'œstrogène, il y a moins de fabrication de la sérotonine, elle est moins bien utilisée, le fait d'avoir un microbiote en bon état va permettre une fabrication de sérotonine plus régulière. Un microbiote en bon état, on le sait aujourd'hui, va permettre d'avoir euh, une bonne régulation du fonctionnement de notre organisme. Et on sait aujourd'hui que chez des personnes qui ont certaines formes d'obésité morbide, hein, des obésités très très importantes et génétiques dans toute une famille, c'est souvent on rencontre souvent un microbiote particulier. Chez des personnes aussi atteintes de certaines maladies mentales, on rencontre un microbiote particulier. Donc, le fait de manger des fibres va nourrir notre microbiote. Le fait de manger des produits fermentés va renforcer notre microbiote. C'est-à-dire que par les produits fermentés, par les probiotiques hein, qu'on peut trouver, qu'on peut acheter en pharmacie également,
on va apporter d'autres bactéries qui vont pouvoir équilibrer notre flore intestinale. Ça va être intéressant, par exemple, dans les périodes où on, on a eu une gastro et on peut prendre des probiotiques, oui, en comprimé ou en gélule, bien sûr. Je dis pas qu'il faut en prendre, parce que si on a, je veux dire, si on est correctement équilibré, qu'on a un transit normal, normalement, c'est que tout fonctionne bien, il n'y a pas de raison. Maintenant, le stress va diminuer notre microbiote parce qu'on va avoir une production de cortisol plus importante et le cortisol va abîmer le microbiote. Si on a certains traitements, des traitements antidépresseurs par exemple, des traitements antibiotiques vont abîmer notre microbiote. Donc, dans ces cas particuliers, ben, on peut ponctuellement prendre des probiotiques, à savoir qu'ils vont être efficaces le temps qu'on les prend, mais comme ils font pas partie de notre flore habituelle, dès qu'on aura arrêté de les prendre, les derniers vivants vont mourir et on va se retrouver avec notre flore habituelle. D'où l'importance de nourrir notre flore régulièrement. Alors, le lait fermenté, effectivement, hein, on parle aussi beaucoup actuellement de kéfir. On a des pubs, hein, il y a beaucoup de produits, je crois que c'est la marque Danone, mais peu importe la marque, hein, qui fait maintenant des laits fermentés qu'elle appelle kéfir, donc qui contiennent des probiotiques. Si certaines d'entre vous qui habitent pas loin de chez moi veulent faire du kéfir de fruits, moi j'ai des graines à offrir. Donc voilà, moi je fais du kéfir de fruits régulièrement avec des petites graines transparentes qu'on mélange dans de l'eau et ça fermente et après on boit cette boisson fermentée. Et, et effectivement, tu parles, Nora, de lait fermenté. Il y a une grande différence entre le lait naturel, hein, qui soit demi-écrémé, écrémé ou entier, et le lait fermenté, parce que le lait n'est pas fermenté. Et c'est souvent pour ça que le lactose du lait est mal digéré, parce qu'il n'y a justement pas du tout de probiotiques qui vont favoriser son assimilation, favoriser sa digestion. Alors que le lait fermenté, chez des personnes qui sont intolérantes au lactose, le lait fermenté va être plus facilement digéré. Il faut savoir aussi, le lactose est un sucre et que les bactéries, pour créer cette fermentation, elles vont se nourrir du sucre. Hein, de la même façon que quand on fabrique du vin, par exemple, c'est une fermentation. C'est le sucre du raisin qui va fermenter et c'est une fermentation hydroalcoolique. Par cette fermentation, le sucre du raisin va se transformer en alcool. Ben, on va avoir la même fermentation. Et le sucre du lait va se transformer en alcool. Alors, c'est un alcool très très léger, mais c'est une lactofermentation, c'est-à-dire c'est le lactose qui va se transformer et permettre cette fermentation. Est-ce que vous êtes toutes là? Je vous perds pas avec mes explications. J'espère que voilà que ça vous intéresse, que surtout n'hésitez pas. Si vous avez des questions, si vous trouvez que je pars dans des explications trop compliquées, hein, oui, vas-y Karine. Quelle question? Dis-nous. Tu peux. Alors le kombucha, c'est une fermentation à base de. Merci Christelle. À base de thé. C'est- le kombucha, ça fait un peu, bon, j'en ai pas vu souvent, hein, mais j'ai eu l'occasion d'en voir une fois. Ça fait un peu penser à la mère du vinaigre. Hein, ça va être, voilà, ça fait ouais, c'est une espèce de galette, en fait, qui va servir et qu'on mélange avec du thé. C'est la différence entre le kéfir et le kombucha. Et d'ailleurs, si jamais vous faites, vous, du kéfir chez vous et que vous voulez l'aromatiser, attention de ne pas mettre dedans de plantes antiseptiques, parce que du coup, vous allez tuer les bactéries de votre kéfir. C'est important de le savoir. Alors, les graines germées, c'est complètement autre chose.
parce que là, c'est germé, c'est pas fermenté. Donc, ça va pas particulièrement nourrir le microbiote. Parce que ben, après, c'est quand même du végétal, donc ça va le nourrir. Mais par contre, tant que les feuilles ne sont pas sorties ou ne sont pas formées, ce sont, la graine va exprimer tous les micronutriments qu'elle contient. Donc, les graines germées ont beaucoup plus comment je vais dire, de propriétés que les graines sèches ou que la plante elle-même. Une fois que la plante est sortie, le, le verre, la chlorophylle s'installe dans les feuilles et la graine perd sa substance vitale. Mais en fait, effectivement, dans la graine, bah, il faut se dire qu'il y a de quoi faire pousser un arbre, hein, pour certaines graines. Donc, c'est vraiment un concentré de vie. Et c'est quand elle commence à germer qu'elle permet d'exprimer complètement ses connaissances. Dans le kéfir, oui, on met des figues, effectivement. En général, moi, je mets pour 6 cuillerées à soupe de graines de kéfir, je mets 2 figues, un demi-citron et 4 cuillerées à soupe de sucre de canne. Voilà. Et il faut du sucre pour pouvoir permettre la fermentation. Sinon, bah, le kéfir, il se nourrit pas. Et entre deux fabrications de kéfir, bah, les grains, je les garde dans un bocal avec de l'eau et ils restent complètement stables. Ils ne meurent pas, mais ils ne se multiplient pas parce qu'ils n'ont pas de quoi se nourrir, en fait, de quoi fermenter. Et j'en fais peut-être pas tous les mois, mais j'en fais régulièrement. J'en bois un verre le matin. Donc j'en fais. Pas plus. Juste un petit peu, je dirais, j'en fais à l'entrée de l'hiver, j'en fais au printemps. Là, j'ai dû en faire il y a un petit peu plus d'un mois de ça. Et voilà, j'en fais régulièrement. Et puis j'aime bien, ça a une saveur qui est aussi agréable. Ça peut très bien remplacer un apéritif. Même pour des enfants, ça fait un petit peu, si on rajoute un peu plus de citron, ça donne un côté citronnade à l'ancienne. Mais voilà, un verre suffit parce qu'effectivement, ça apporte des probiotiques. Il n'est pas nécessaire non plus d'en prendre en quantité trop importante, on va dire. Donc, ensuite, pour nourrir ce microbiote, donc on a les légumes fermentés. Le légume fermenté le plus connu, c'est la choucroute. Et après, ça va être tous les aliments qu'on met à fermenter. Alors attention, qu'on met à fermenter en saumure, hein, c'est-à-dire dans de l'eau et du sel. Pas qu'on met à fermenter dans du vinaigre. C'est-à-dire les cornichons au vinaigre, c'est pas du fermenté. Les olives au vinaigre, c'est pas du fermenté. Les olives en saumure, oui. On trouve hein, comment dans les magasins bio, on peut trouver des betteraves surtout. Enfin, personnellement, c'est ce que j'ai trouvé le plus fréquemment. Le kimchi également, oui, qui est un chou fermenté, je crois que c'est coréen. Et effectivement, voilà, ces produits-là, qui vont être, qui sont en fait les légumes crus mis avec du sel et on laisse fermenter le, le, le produit, le végétal, et ensuite on le mange et les bactéries qui sont à l'intérieur sont des bactéries saines. Et on peut dire de la même façon, hein, quand on mange du fromage qui a une croûte un peu genre le camembert, la croûte, c'est de la fermentation, hein. C'est aussi toutes les bactéries qui ont fabriqué la croûte et qui vont apporter des probiotiques. Ensuite, dans cette tranche des aliments anti-inflammatoires, donc, pourquoi? Quel intérêt de prendre ces aliments anti-inflammatoires et sur quoi ils vont jouer? Ils vont jouer sur tous ces petits symptômes euh, qui sont indéfinissables, on va dire. Alors, il n'y a pas besoin d'être à la ménopause hein, pour ressentir cette inflammation de bas grade. Déjà, le fait d'être en surpoids est souvent le signe qu'il y a une inflammation et aussi la cause
de l'inflammation. C'est ce que je vous disais, hein. C'est à cause d'eux et en même temps, ça va provoquer l'inflammation. Donc, ça peut entraîner un peu de fatigue, ça va entraîner des douleurs diffuses, que ce soit des douleurs articulaires, que ce soit des douleurs un peu osseuses, que ce soit des tendinites, des maux de tête. Ça va aussi entraîner une digestion un peu moins bonne, donc cette impression de ventre gonflé, et puis une plus grande difficulté à perdre du poids. Et principalement, les aliments les plus anti-inflammatoires, ça va être ce qu'on va rajouter. Principalement, on va avoir le curcuma, qui est vraiment l'anti-inflammatoire par excellence, donc qu'on va trouver en poudre et qui n'a pas vraiment une grosse saveur, donc qu'on peut rajouter facilement dans tous nos plats. L'action du curcuma va être augmentée par la présence de poivre. Euh, Conseil de diététicienne, le poivre, il est à ajouter en fin de cuisson parce que quand il est cuit, il va rendre le plat beaucoup plus piquant. Mais après, ça, c'est une question de goût, hein. Mais voilà. Le curcuma et le gingembre, qui sont de puissants anti-inflammatoires, donc ils vont agir sur la digestion, hein, le gingembre, sur la vitalité, et puis également soulager les douleurs. Ensuite, on va avoir l'ail, qui va être un anti-inflammatoire, surtout au niveau du système cardiovasculaire et du système immunitaire, qui va renforcer le système immunitaire. Donc, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez utiliser cru ou cuit, après, selon vos goûts. C'est effectivement un aliment qui se digère pas toujours très bien, hein, selon les personnes, mais qui a un pouvoir anti-inflammatoire vraiment important. Et puis ensuite, tout ce qui est fruits rouges et grenades, surtout, qui sont des aliments qui sont très, très riches en antioxydants. Et les antioxydants vont renforcer nos cellules et surtout ralentir le vieillissement de nos cellules. Donc, ils vont avoir cette propriété de ralentir le vieillissement, si on peut dire. Ça va pas nous faire rajeunir, hein, mais ça va être une vraie protection de nos cellules. Et ça, ben, donc sur à tous les niveaux des douleurs, puisque l'inflammation, bah, c'est aussi une oxydation qui se fait. L'oxydation, c'est la rouille, hein. Donc, ben, vous imaginez, si on peut avoir des antioxydants, ça va permettre d'éviter que cette rouille se dépose un petit peu partout, que ce soit sur nos artères, que ce soit sur nos nerfs, que ce soit au niveau de nos articulations. Est-ce que on se moule pour l'ail? Pourquoi pas, Monique? Tout à fait. L'ail, alors, l'ail frais, le laisser reposer 10 minutes avant de le manger, je ne sais pas. Pourquoi pas? Après, remède de grand-mère, moi j'ai toujours vu ma grand-mère enlever le germe de l'ail. Donc, je retire le germe de l'ail. Il semblerait qu'il soit plus digeste sans son germe. Je dois avouer que je le fais systématiquement. Il faudrait que je teste. Je vous dirai, je vais tester de ne pas le faire, voir si je le digère mieux. Et puis, l'autre catégorie dont on va parler ce soir, c'est les protéines. Et on va en parler ce soir, ben, parce que je voudrais insister un peu aussi sur les protéines végétales, hein. L'ail confit, c'est super bon, hein. C'est délicieux. Et puis voilà, puis l'ail, c'est vraiment excellent, hein. Après, il y a plein, plein d'autres. Il faudrait que je vous fasse des listes d'aliments, mais franchement, il y a tellement d'autres aliments qui sont bons pour la santé. Donc, les protéines, l'ail noir, ouais, j'en ai. Je, je, je- c'est spécial. Je trouve pas que ça ait un goût. euh, c'est un peu ramollo. Enfin, en tout cas, ceux que j'ai achetés. Voilà, c'est intéressant. C'est une découverte. L'ail noir, l'ail fumé aussi, qui est pas mal. L'ail frais, qui est bon surtout dans les salades. Voilà. Je vais vous partager un document que je vais vous envoyer. Alors, je vais faire ça avec ma petite main. Non, je vais hop, reprendre. Ce sera plus simple. Alors, je vais vous partager.
Je vais l'ouvrir déjà. Donc, je suis à vous tout de suite, hein. Je vais ouvrir les protéines. Voilà. Et je vais vous partager le document. Voilà. Je vous ai fait un document sur les protéines. Alors, il y a marqué protéines végétales. En fait, c'est protéines animales et végétales. Les protéines sont indispensables. Voilà. C'est vraiment alors je sais qu'on en a déjà discuté un peu avec certaines d'entre vous, jusqu'à il y a encore 10 ans, je pense, 10, 15 ans. En tout cas, quand j'ai fait mes études de pharmacie, que j'ai fini en 1984, et mes études de diététique, que j'ai fini en 92, on disait à l'époque que les besoins en protéines étaient de 1 gramme par kilo de poids théorique. C'est-à-dire qu'une femme qui mesurait 1,70 m, dont le poids théorique était autour de 65 kilos à peu près, devait manger 65 grammes de protéines. Aujourd'hui, on dit, sauf pour les insuffisants rénaux où c'est toujours les mêmes normes, 1 gramme par kilo de poids théorique, pour la population générale, les recommandations sont de 1 gramme par kilo de poids corporel. C'est-à-dire, je fais 60 kilos, j'ai besoin de 60 grammes de protéines, j'en fais 85, j'ai besoin de 85 grammes, etc. Euh, à savoir que avec la ménopause, avec ménopause ou pas, parce que chez l'homme c'est pareil, à partir de 50 ans et même déjà un petit peu avant, il y a un début de fonte musculaire. Les muscles se régénèrent moins vite, moins bien, et donc il est vraiment capital d'avoir cet apport en protéines. Les protéines, elles sont indispensables pour nos muscles, mais elles sont également indispensables pour le fonctionnement global de notre organisme. Il faut savoir qu'elles servent au transport de nos hormones à l'intérieur de notre corps. Donc, même si on n'a plus d'œstrogène ou de progestérone, on a encore les hormones thyroïdiennes, on a encore de l'insuline, on a encore toutes les hormones qui permettent la digestion, etc., etc. Donc, les protéines, il nous en faut impérativement. Ça, je vais vous le partager, hein. Tiens, je vais le mettre. Hop, alors, comment je vais le faire? Ah, mais non, c'est pas grave. Vous voyez mon document, hein. Parce que moi, je le vois plus. Dites-moi hein, si vous... Oui, Oui, bon, oui, c'est bien. c'est bon. Ah, merci, Oui, oui. merci, Laura, parce que je le vois pas. Euh, alors, j'ai dit que j'allais vous le mettre dans le chat. Euh, Ou sur le WhatsApp, ouais, je crois que ce sera plus simple. Capture ce sera d'écran, mieux. fichier. Je vous l'enverrai par WhatsApp. Ce sera plus simple. Ouais, effectivement, pardon, hein. Donc, alors, non. Ah ben voilà, il est là. Donc, les protéines animales, c'est les basiques que vous connaissez. Donc, souvent dans vos menus, peut-être pas pour tout le monde, mais pour chacune d'entre vous. Mais je vais remplacer la viande ou le poisson par du fromage. Et les gens qui aiment beaucoup le fromage ou qui n'aiment pas manger trop de viande ou de poisson, le fromage est un bon apport en protéines. Mais comme vous pouvez le voir, si certains poissons ont à peine 5% de matière grasse, le fromage, on est autour de 30% de matière grasse. Donc, c'est quand même énorme. Donc, c'est aussi pour ça qu'il n'est pas forcément souhaitable d'en manger très souvent. Et ce sont des matières grasses qui font partie de ce qu'on appelle des acides gras saturés qui ont tendance à se déposer sur les artères. Donc, on peut en manger, mais moyennement. Ensuite, on a donc, mais c'est quand même très riche, les œufs. Alors aujourd'hui, les recommandations sont de dire qu'on peut manger des œufs tous les jours. Voilà, on peut manger un œuf par jour, sauf chez les personnes chez qui il y a une prescription médicale différente, hein, bien sûr. Le skyr, qui n'était pas dans les listes jusqu'à présent, mais maintenant qui devient quand même un produit incontournable. Et puis fromage blanc et petit suisse. Comme là, je voulais surtout insister sur les végétales, j'ai mis globalement. Après, vous avez ensuite les yaourts qui sont à peu près à 4 grammes et le lait qui doit être à 2-3 grammes de protéines.
Et puis, on a les produits végétaux. Alors, vous allez remarquer que, à part le tofu, qui est, lui, un produit brut, on va dire, et le sétan, c'est la protéine de blé, qui sont des produits bruts. Et bon, et puis après, il y a le pain, effectivement, le pain et les légumes secs, mais tous les autres produits, hein, où il y a des noms de marques, alors j'ai mis cette marque, ça peut être une autre, ce sont tous des produits industriels, hein, qui ont été fabriqués. Donc c'est intéressant aussi de regarder d'une marque à l'autre la composition, regarder les additifs. Essayez toujours de choisir des produits qui ont le moins d'additifs possible. Hein, c'est vraiment le partage d'écran s'est arrêté. Ok. C'est vraiment important de vous dire que comment? Oui, je vais le mettre sur mes notebooks, sur mes notebooks, t'as raison. Oui, c'est toujours important quand vous achetez un produit sous vide, un produit transformé, en fait, de regarder les additifs, de regarder aussi la liste des ingrédients. Dans la liste des ingrédients, les listes sont toujours inscrites du produit qu'il y a en plus grande quantité au produit qu'il y a en moins grande quantité. Donc attention, hein, le pourcentage de cacao d'un chocolat où c'est pas noté, vous pouvez être surprise des fois de voir qu'il n'y a que 30% de cacao dans une confiserie à base de cacao, on va dire. Et que le premier ingrédient, ça va être du sucre. Parfois aussi, le premier ingrédient, ça va être de l'eau. Donc voilà, c'est important de bien regarder la composition. Et alors, la particularité avec les produits végétaux, c'est que contrairement aux produits animaux, en fait, il faut vous dire, les protéines sont faites, c'est comme un collier avec chaque boule de collier, chaque perle du collier est un acide aminé. Et que pour que le collier soit complet, il faut qu'il y ait la diversité des acides aminés. Prenons un exemple très très simple, le drapeau de la France, il a du bleu, du blanc et du rouge. Si vous enlevez le bleu, ben c'est plus le drapeau de la France. Ça reste un drapeau. Si c'est rouge, blanc, rouge, ça veut dire le drapeau du Pérou, par exemple, mais c'est plus le drapeau de la France. Donc pour faire le drapeau de la France, il faut ces trois couleurs. Et dans les légumes secs, il manque certaines protéines, il manque certains acides aminés. Et donc, il va falloir les associer. C'est vraiment quelque chose qui va être important. C'est que tout ce qui est légumineuse, donc que ce soit les lentilles, les pois chiches, les haricots rouges, ils sont pauvres en un acide aminé qu'on appelle la méthionine. Et par contre, les céréales, donc que ce soit le blé, le riz, le maïs, sont pauvres en lysine, mais riches en méthionine. Donc on a les légumineuses pauvres en méthionine, riches en lysine, et les céréales pauvres en lysine et riches en méthionine. Et donc l'assemblage des deux va permettre d'avoir la chaîne alimentaire et de faire le drapeau ou de faire le collier, hein. Après, c'est imagé, mais c'est vraiment ça. Et c'est intéressant de se dire que dans les pays, quand j'étais étudiante en pharmacie, j'ai passé des vacances en Colombie. Et à l'époque, ben, j'avais appris les protéines, hein, en fac, bien sûr. Et quand on est arrivé euh, en Colombie, le premier repas qu'on a eu, il n'y avait pas de viande, mais il y avait du riz et des haricots rouges. Et tous les amis, on était un groupe de copains, les uns les autres étaient là à regarder le plat en disant, oh, mais il n'y a pas de viande, oh, mais là, mais qu'est-ce que c'est que ce repas? On va pas manger comme ça pendant toutes les vacances. Et là, je leur ai dit, mais c'est un repas qui est très équilibré. C'est quelque chose, effectivement, chez nous qu'on ferait pas, puis c'était dans les années 80, hein. Donc les repas végétariens en France, c'était quelque chose qui était très, pas dire secret, mais voilà, très intime, hein. Il y avait peu de gens qui s'affichaient végétariens.
Et j'étais, vraiment, je m'en souviens encore, j'avais donc une vingtaine d'années, j'étais mais super contente de me dire, eh ben voilà, dans la vraie vie, il y a des gens qui mangent comme ça. Alors qu'à l'époque, quand j'avais appris ça en cours, je m'étais dit, oh, quand même, c'est trop bizarre, quoi. Qui est-ce qui aurait l'idée de manger de cette façon-là? Donc voilà, les populations qui ont des petits budgets, eh ben, ça permet d'avoir une alimentation qui est équilibrée. Et de la même façon, le lait qui est un produit qui est plutôt riche en lysine, après, les laitages, ils sont complets, hein. Tout ce qui est animal apporte vraiment tout ce qu'il faut en acides aminés, en sachant que les œufs sont les protéines qui sont les, les, les plus proches des protéines humaines et qui sont chez l'enfant, en tout cas, les meilleures pour la santé. Et surtout en sachant qu'elles sont très riches en phospholipides, qui sont des matières grasses particulières, et en choline également, qui sont des nutriments qui nourrissent très très bien le cerveau. Donc vraiment, les jeunes enfants, les œufs sont une excellente nourriture pour les jeunes enfants. Petite précision, il est capital que le blanc soit mangé cuit parce que les protéines vont être beaucoup mieux assimilées que si le blanc est cru ou les protéines, on va en perdre une partie. Et il est souhaitable que le jaune ne soit pas trop cuit. On le voit, un jaune qui est trop cuit, il va devenir verdâtre. Et là, ben, il y a une partie euh, de certains micronutriments qui vont être oxydés et qui vont être abîmés, qui vont pas pouvoir être utilisés par l'organisme. Donc voilà. Euh, En assemblant les protéines de cette façon-là, une légumineuse plus une céréale, ou bien une céréale plus un laitage, on va avoir quelque chose qui va être totalement équilibré. Et donc, un repas végétarien, ben, ça peut très bien être des légumes avec des lentilles, plus du riz, un petit peu d'huile d'olive. Après, derrière, pourquoi pas un laitage, un fruit, des pois chiches avec du quinoa. Alors le quinoa, c'est un peu particulier. C'est pas une céréale, c'est une plante herbacée. C'est les graines d'une plante herbacée. Mais voilà, ça peut être ça. Et puis les matières grasses peuvent être remplacées par euh, comment, des graines de courge ou des noix ou des graines quelconques. Ça peut être aussi du tofu. Donc le tofu qui a un assemblage qui est un petit peu différent mais qui peut être mangé avec du riz, des légumes. On trouve des tofus fumés qui peuvent être vraiment mangés. Moi, je sais que quand j'en achète, j'aime bien acheter du tofu fumé. J'aime bien acheter il y a du tofu à l'ail des ours aussi, où on en trouve au piment d'Espelette. On en trouve qui sont aromatisés, que vous pouvez simplement découper, mettre dans une salade, le manger comme ça, ou le faire un petit peu poêler en l'ajoutant à un peu de légumes et un petit peu de féculents. Ça demande pas une grosse préparation. Franchement, ça change un petit peu et c'est très bon. Et après, vous trouvez aussi comment, carrément de la protéine de le tofu, c'est autre chose, tiens. Euh, bon, le tofu, ça va me revenir. Et ouais, j'ai des recettes, ben, des recettes simples. Ben, voilà, le tofu est notamment Euh, alors, le soja, voilà, les graines de soja, les adamés. Donc, le tofu est fait à partir des graines de soja et on trouve du soja, donc des protéines de soja, voilà, je vais arriver à le dire, excusez-moi, des protéines de soja qui vont être, qu'on va pouvoir réhydrater et mixer un petit peu pour faire comme du steak haché. Et je sais que moi, je fais des recettes en utilisant cette base de protéines de soja avec une sauce tomate. Ça peut très bien remplacer la viande dans des spaghettis bolognaises. Voilà, les edamas, effectivement, à mettre indirectement dans les salades. Mais spaghetti bolognaise, vous pouvez le remplacer dans une moussaka. Vous pouvez le remplacer dans des lasagnes. Et
ça fait vraiment l'effet. Je, je, je trouve que ça fait quelque chose qui est très bon. Et puis, quel est l'avantage d'avoir les protéines végétales? C'est qu'il n'y a pas du tout de cholestérol, puisque le cholestérol, on le trouve que dans les produits animaux. Après, c'est un budget qui est moins important que la viande. Ça protège la planète puisqu'il y a moins de pollution avec moins de nitrites et compagnie. Donc, voilà, on peut dire manger végétal. Alors, pas forcément tous les jours, hein, mais c'est un peu une action citoyenne. Et puis c'est bon et pour la planète, et puis c'est bon pour la santé, et puis ça permet de varier aussi l'alimentation, de mettre un petit peu le corps au repos, parce que justement, il y a moins d'acidité avec les produits végétaux, donc ça fait un petit peu moins de travail également à notre organisme. Je vais vous partager, je vais vous l'envoyer, je vous le mettrai aussi dans MinoBoost. Je vais créer un menu spécial ménopause. Alors, je vais vous le partager. Comment je vais faire? Est-ce que je peux aller directement dans mon écran? Oui. Et le menu, voilà, il est là. Voilà. Ah, oui, c'est ça. C'est une semaine de menu. Donc, c'est un menu qui est à 1400 calories. J'ai pas voulu faire quelque chose de trop sévère, mais peut-être pour certaines, ce sera un petit peu en dessous de votre menu habituel, avec 85 grammes de protéines à peu près par jour, équilibré. Je dirais, comment? À adapter chacune avec votre alimentation. Donc, on peut dire que c'est un menu plutôt anti-inflammatoire, riche en protéines, avec de bonnes matières grasses, donc qui va prévenir, prévenir l'inflammation, qui va normalement aider aussi au fringales, qui va permettre, voilà. Donc, il y a des repas végétariens, mais il y a des repas qui sont pas végétariens. Là, voilà, vous avez le repas du soir, par exemple, du lundi. Il y a de tout, hein. Donc effectivement, là avec l'avocat le matin, mais du coup, le repas du soir n'a pas du tout, vous voyez, de matière grasse ajoutée. Et comme il n'y a pas de viande ni de poisson, ben, il y a très peu de matière grasse, mis à part les graines de lin. Donc les graines de lin, on y reviendra après parce il y a tellement, tellement de choses à dire sur l'alimentation. Euh, Dans les aliments, il y a aussi ce qu'on appelle des phytoœstrogènes. Alors, soyez rassurés, même en cas d'antécédents de cancers hormonaux dépendants dans la famille, c'est pas parce que vous allez manger une cuillère à café ou une cuillère à soupe de graines de lin ou que vous allez manger du tofu ou que vous allez manger du fenouil. euh, ou que vous allez avoir un risque supplémentaire de cancer du sein. Ça reste des produits végétaux qu'on mange dans des quantités raisonnables, donc ça n'a rien à voir avec un traitement hormonal substitutif qui aurait été prescrit par votre médecin. Mais voilà, certains des petites douceurs, le chocolat, là on revient sur quelque chose, les graines de chia, donc qui vont gonfler, qui vont permettre de calmer un petit peu les sensations de faim aussi en gonflant dans l'estomac, les fruits rouges qui sont anti-inflammatoires, le fromage blanc, mais il y a l'apport en calcium. Alors oui, les menus là apportent à peu près 1 gramme de calcium par jour. Parce que ça aussi, mais pareil, on en reparlera. Voilà, différentes. Les sardines, alors, sardines à l'huile, vous les égouttez bien, hein. Et puis, je dirais après, vous n'êtes pas forcément obligé de rajouter de l'huile d'olive. En tout cas, les sardines, je ne sais plus laquelle de vous a partagé qu'elle avait mangé un filet de sardines avec une feuille de salade. C'est important de manger les sardines avec leurs arêtes. Parce que l'intérêt des sardines, c'est effectivement leurs oméga 3, mais c'est surtout leurs arêtes qui sont déjà un petit peu fondues et qui sont très riches en calcium. Donc ça, voilà, important. Les flocons d'avoine, alors les végétales ou pas végétales. C'était histoire, voilà, d'avoir des petites choses un peu différentes.
choux, betteraves. Il y a, c'est intéressant aussi d'avoir au moins une fois par semaine une plante, une crucifère. La crucifère, c'est les choux, le brocoli, ça va être les radis, ça va être les navets, qui sont des aliments qui ont beaucoup de dérivés soufrés qui vont nettoyer l'organisme, qui vont nettoyer le foie. Donc voilà, un petit peu des choses un peu habituelles, des choses un peu moins habituelles. La soupe miso, bon, ça je veux dire, c'est peut-être un peu particulier. Là, c'est un repas vraiment, voilà, riche en phytoestrogènes, en calcium, un peu spécial. Dans les algues, du, il y a aussi du calcium, hein, le skyr, des macros. Donc essayez les poissons d'en avoir 2 fois par semaine. Je vais vous l'envoyer, on va dire plus à titre hum, d'exemple. Euh, vous pouvez vous en inspirer. Euh, et après, je dirais aussi, ne vous mettez pas ce menu comme quelque chose à suivre obligatoirement à la lettre et à vous en rendre malade, quoi. D'accord? Euh, pour conclure, ce que je peux vous dire, c'est que écoutez-vous dans le bon sens du terme. Vous avez la capacité de savoir dans les moments où, bon, je pense, quelques-unes d'entre vous que j'ai vues là dans les jours qui viennent de passer et qui ont pu me dire qu'elles rentraient, qu'elles étaient fatiguées le soir. Euh, soyez à l'écoute et soyez consciente que moins vous allez manger bien et plus vous allez être fatigué. Pourquoi? Parce que si vous mangez pas très équilibré, s'il n'y a pas beaucoup de légumes, si vous manquez de protéines, si voilà, vous mangez des plats tout faits et puis pas forcément du meilleur équilibre, vous allez vous sentir plus fatigué. Et plus vous allez vous sentir fatigué, moins vous allez avoir d'énergie pour cuisiner des plats bons pour vous. Donc, quand vous sentez que vous faites de plus en plus n'importe quoi, que la fatigue s'installe, que vous n'avez pas envie de cuisiner et que du coup le soir vous faites un truc rapide et que vous mangez un morceau de pain avec une bêtise à côté et puis qu'après vous allez grignoter un gâteau ou n'importe quoi parce que vous avez moyennement faim, que vous n'êtes pas en forme et que vous prenez conscience que vous rentrez dans cet engrenage-là, ressaisissez-vous et ressaisissez-vous en pensant que quand vous ressaisissant, vous vous faites du bien à vous dans 10 ans et que dans 10 ans, vous pourrez vous remercier d'avoir fait attention à vous aujourd'hui. Parce que, parce que tout ce que vous faites aujourd'hui pour vous, c'est pas seulement pour vous maintenant. C'est pour vous quand vous aurez 70, 80, 100 ans peut-être. Et en tout cas, que toutes les années à venir, pour que vous puissiez rester le plus longtemps sur vos jambes, le plus longtemps en forme, avec le cerveau qui fonctionne et en ayant envie d'avancer dans votre vie, c'est aussi en premier ce que vous allez manger aujourd'hui. Et que de la façon dont vous allez manger, vous allez améliorer ou pas vos pensées, vous allez améliorer ou pas vos émotions et que vous allez augmenter ou pas cette capacité à prendre soin de vous. Et quand je vous dis ça, je vous le dis avec toute ma sincérité et toute mon expérience personnelle. Parce que je suis une femme aussi, parce que j'ai aussi traversé la ménopause et des événements de vie. Je suis pas une vie très douloureuse, hein, mais voilà, certains événements de vie et que je sais très bien pour m'en être rendu compte que dans les moments où bof le moral, ou bof pas envie de cuisiner, ou bof pas envie de ceci, de cela, et que je mange n'importe quoi, ben, j'ai encore moins envie de faire les choses. Et que
ben, le fait de me prendre par la main et de me dire, je sais pas si vous me suivez un peu sur les réseaux, là, je me suis refait une boisson justement avec grenade, ail, maracuja, plein d'autres trucs dedans, mais du curcuma et du gingembre, et que ben j'en avais pour 3 jours de suite, que je démarre le matin, je me sens beaucoup plus en forme, que ça me donne beaucoup plus envie de faire attention à moi, de reprendre un peu le sport, de me remettre à me prendre soin de moi. Mais je sais que dans ces moments où on est un peu bof, eh ben, il va y avoir ce temps pendant lequel on va avoir besoin peut-être de douceur, d'aliments réconfortants et, et comme on dit, hein, et c'est OK. Et oui, il y a des moments où voilà, on a besoin parce que c'est comme ça. Et je pense vraiment sincèrement qu'il y a aussi un moment où on sent que ça suffit, qu'on est en train de se faire du mal, et que quand on prend conscience de ça, quand on prend conscience que, allez, là, ça fait assez 2 jours ou peut-être 2 semaines que tu fais n'importe quoi, ressaisis-toi, hein. Et oui, Karine, le mindset, hein. Ressaisis-toi, reprends le dessus. Et pas pour être dans le contrôle, pas pour se juger, pas pour être méchante avec soi, mais au contraire, reprends le dessus pour prendre soin de toi. Tu vaux mieux que ça, quoi. Et tu es la seule à pouvoir le faire pour toi. Personne peut te prendre par la main, personne peut faire pour toi. Tu es la seule personne qui l'a mieux placée pour s'occuper de toi, donc prends soin de toi. Voilà. Si j'avais un mot pour finir, je vais juste avant parler des asperges. C'est un très bon diurétique, les asperges. Par contre, c'est très riche en acide urique. Donc, ça peut être chez certaines personnes qui sont sensibles à l'acide urique à manger avec modération. Mais voilà, prenez soin de vous. On continuera donc mardi prochain à parler alimentation. On parlera du calcium, on parlera plus des légumes, on parlera plus des aliments qui ont des phytoestrogènes et du coup de ces interactions aussi sur les bouffées de chaleur, sur le sommeil, parce que c'est aussi toute cette articulation hein, qui est importante dans cette période de ménopause. Euh, Partagez sur le groupe si vous avez des questions, s'il y a des points dont vous voulez que je discute particulièrement. Comme je vous l'ai proposé, on refait un Zoom demain soir à 19h30. Donc, vous êtes toutes les bienvenues. C'est vrai que j'ai proposé en priorité, j'ai pensé à Joël, voilà, à certaines autres d'entre vous qui sont rarement présentes. Euh, Par contre, je n'ai pas de thème, c'est-à-dire ça va pas être un cours, ce Zoom, ça va être un question-réponse. Donc, si vous venez sans réponse, ça ne durera pas très longtemps. Sans Voilà. question. Hein. Si vous voulez, merci Laetitia. Oui, venez avec des questions et je vous encourage même à poser vos questions. Alors, ou à me les poser directement par mail ou sur WhatsApp, sur mon WhatsApp en direct, si vous préférez, ou à les poser dans le groupe WhatsApp, parce que peut-être que certaines de vos questions nécessiteront que je me penche un peu dessus. Je n'aurai pas forcément les réponses immédiates à toutes vos questions. D'accord, les filles? Et pour celles qui... merci, merci beaucoup Karine, merci à vous toutes. Voilà, après, vous êtes libres, hein, venez, ne venez pas, enfin voilà. Vous êtes toutes les bienvenues, mais vous êtes toutes excusées si vous avez d'autres occupations demain soir. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous remercie pour votre Merci. attention, votre présence et je vous dis à très bientôt. Et je vais vous préparer quand même, j'ai pas fait d'hypnose. Merci Monique. J'ai pas fait d'hypnose la semaine dernière. Je vais vous préparer une hypnose euh, par rapport à l'alimentation pour vous permettre, alors je vais pas rentrer dans un comportement particulier, mais plus pour
voilà, mettre votre comportement en rapport avec vos besoins. Je pense que je vais tourner quelque chose là-dessus pour que naturellement votre corps ait envie des choses qui soient bonnes pour vous. Ce serait pas mal ça, ouais, c'est une bonne idée, tiens. Je vais vous préparer une hypnose dans ce sens-là. Je vous souhaite une très très bonne soirée. À bientôt. Au Merci revoir à tous. beaucoup. Bonne soirée à toutes les Merci, bonne filles. Bonne soirée. soirée. Merci, Au merci, revoir les Merci. merci. filles. Au Au revoir. revoir. Au revoir.